Depuis maintenant plusieurs heures, je vous parle de solutions IoT, de projets IoT, de transformer l'entreprise au travers de solutions IoT, mais je n'ai pas dit finalement comment réaliser ces projets, comment réaliser cette transformation. Alors, un point qui est important, c'est que comme on parle de transformation d'entreprise, transformation de processus, ce que je vais vous présenter ici, qui est plutôt l'approche technique, on va dire, quel est le projet technique de création de la solution, est limité par rapport à ce qu'il en est vraiment du projet de transformation. C'est-à-dire que ce projet de transformation doit avoir toute une composante business, on va dire, de transformation de l'entreprise, du marché, de ses processus, et ainsi de suite, et de transformation aussi, d'accompagnement des personnes qui sont dans cette transformation, qui est quelque chose aussi de fondamental. Mais là, je vais plutôt rentrer sur la partie, on va dire, IT de ces projets de transformation IoT, en essayant de vous décrire les principales phases importantes et surtout les ébauches, les embûches sur lesquelles vous pourriez tomber. Alors, il faut avoir en tête qu'un projet d'Internet des objets est un projet qui est complexe. Déjà, comme vous l'avez vu, c'est un projet qui intègre trois layers, qui sont l'objet en lui-même, qui globalement est une composante électronique, avec une composante d'industrialisation. Il y a une composante de communication, qui a aussi certaines complexités, surtout s'il s'agit de déployer des réseaux spécifiques. Et puis, il y a une composante d'analyse et de traitement de la donnée qui est, elle, particulièrement complexe à mettre en œuvre et qui demande un investissement important. Et puis, au-delà de ça, c'est une transformation de l'entreprise, comme je viens de le dire, et donc il y a une question de transformation de l'entreprise, de conduite du changement qui doit être opéré. Ça peut être un changement au sein de l'entreprise, ça peut être aussi un changement auprès de vos clients, car si cette solution vous amène à passer d'une vente de produits à une vente de services, ce n'est pas du jour au lendemain que vos clients vont accepter et comprendre la valeur qu'ils peuvent tirer de ce changement-là. Donc c'est bien toute cette complexité qu'il faut prendre en compte. Maintenant, la complexité, elle dépend aussi d'un certain nombre de facteurs, ça dépend aussi du déploiement, de la taille de ce que vous avez à déployer. Si la question est de déployer une dizaine de capteurs de température pour gérer l'optimisation de la consommation énergétique de votre bâtiment ou le confort de vos employés, on n'est pas du tout sur le même type de projets et de la même ampleur avec les mêmes impacts en termes de transformation que s'il s'agit de changer la façon dont vous commercialisez votre produit pour transformer ça en un service et avoir une approche marché totalement différente. Si vous avez 10 objets à déployer ou si vous avez 1 million d'objets à déployer, la complexité du déploiement, la complexité de l'industrialisation de la solution, ainsi de suite, ne vont pas du tout être les mêmes. La taille de l'entreprise représente aussi quelque chose d'important. Alors déjà par rapport aux compétences dont vous avez à disposition, mais aussi, et là ça marche plutôt à l'envers, dans la difficulté à conduire en termes le changement si votre entreprise est grande, si internationale, ainsi de suite. Il peut aussi y avoir des impacts sur le projet si vous êtes sur une entreprise internationale, car les technologies que vous pourrez utiliser ou la façon dont vous allez les utiliser pourra varier d'un pays à l'autre, d'une zone à l'autre, et donc amener de la complexité supplémentaire dans la conception de la solution. Donc ça, c'est entre autres le scope géographique de déploiement qui passe par des contraintes réglementaires et des objectifs de certification. Alors, c'est aussi un projet compliqué, car c'est un projet qui va faire appel à de très nombreuses ressources. Il faut avoir en tête que, alors, selon le projet et la façon dont on prend le projet, on peut avoir besoin de ressources différentes, bien entendu. C'est-à-dire que si j'achète des objets qui sont existants sur le marché, que je n'ai pas besoin de les concevoir, eh bien, il y a tout un tas de compétences de conception de ces objets-là que je n'aurai pas besoin d'acquérir. Si je n'ai pas les compétences sur la totalité de la chaîne en interne, je peux faire appel à l'extérieur. On va séparer quand même deux grandes choses. On va dire si vous êtes en train de changer votre façon de travailler dans vos entreprises en captant de la donnée et en processant cette donnée pour améliorer vos processus, peut-être qu'il existe sur le marché des solutions déjà existantes qui intègrent l'objet, qui intègrent de la plateforme et qui vous permettent de répondre à votre besoin.
Si tel est le cas, les compétences dont vous aurez besoin sont avant tout des compétences d'intégration et des gens qui comprennent un peu mieux l'Internet des objets, donc qui ont participé à des formations comme celle-ci, et puis des gens qui auront fait des formations peut-être un peu plus techniques aussi sur les aspects de l'Internet des objets. Si ces solutions n'existent pas sur le marché, vous allez pouvoir les concevoir, et là vous allez pouvoir faire appel à des bureaux d'études qui vont pour vous pouvoir concevoir peut-être cette solution-là, et donc éviter d'avoir la nécessité en interne d'avoir des compétences pointues sur le domaine. Si maintenant, cette transformation, ce projet IoT a pour objectif de transformer votre entreprise et donc de vous amener à être plus performant que vos compétiteurs, si c'est un différenciant ou si c'est un produit que vous sortez ou si vous-même vous voulez vous positionner comme IoT Solution Provider, donc fournisseur de solutions IoT, eh bien, dans ce cas, vous aurez plutôt intérêt à avoir les compétences en interne. Bien entendu, vous pouvez toujours vous faire aider au départ, mais les compétences en interne sont assez primordiales si finalement la solution connectée devient centrale dans votre stratégie. Voilà, il est nécessaire d'avoir les compétences pour supporter cette stratégie sur le long terme. Alors, l'ensemble des compétences qui sont nécessaires pour concevoir une solution IoT, comme je vous ai dit, est assez large. J'en ai représenté ici les principaux rôles. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il va être très difficile de trouver des moutons à 5 pattes qui ont des compétences sur l'ensemble de ces domaines, d'un point de vue soit aussi bien technologique que sur les points de vue plutôt métier. Et donc, par conséquent, une équipe de solution IoT va plutôt être une équipe qui va être assez large et pluridisciplinaire parce que, comme nous l'avons vu précédemment, d'un point de vue technologique, on a du hardware, du software, de la data et de la communication. Alors, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin, pour faire de l'électronique, pour fabriquer la solution connectée, l'objet connecté, nous avons besoin de faire du design hardware, c'est-à-dire de la conception électronique. Nous avons besoin de gens qui développent de l'informatique, des programmes qui vont aller sur cette solution électronique. Ça, c'est un métier spécifique. Les développeurs qui font des applications de gestion n'ont pas les compétences en général pour faire du développement embarqué. Il va falloir intégrer cette électronique dans un objet, dans une boîte ou dans l'objet que vous fabriquez. Dans ce cas-là, il va y avoir du design mécanique. Il va falloir être capable de produire ceci à une échelle, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Les moyens seront complètement différents, mais il va falloir des compétences spécifiques dans le manufacturing, la production d'objets électroniques ou d'objets IoT. Il va falloir acheter les composants électroniques, en sachant que dans les composants électroniques, il y a beaucoup de questions sur les prix qui peuvent varier énormément en fonction des négociations, de l'intérêt qu'il y a à vendre à vous ou pas, du délai que vous laissez pour avoir les approvisionnements. Et puis, il y a de grandes questions sur les pénuries potentielles et ainsi de suite. Donc tout ça, ça passe par des contrats et des négociations assez longues entre les fournisseurs de composants et le fabricant de la solution. Et donc, les équipes achats sont assez critiques dans ce genre de projet. Alors, encore une fois, si on veut fabriquer 50 produits, on ne va pas négocier, on ne va pas s'embêter. Mais si on a les velléités de faire des centaines de milliers de produits, alors là, ça devient particulièrement critique. Et puis, il y a besoin d'avoir de la communication. Vous avez vu que cette communication, elle est très variable en fonction des cas d'usage. Il faut maîtriser ces technologies. Et pour ça, on a besoin d'experts dans les réseaux orientés connectivité d'objets IoT. Sur la partie plateforme, on va avoir besoin de développeurs, dits développeurs back-end, c'est-à-dire des gens qui vont recevoir les données, qui vont les intégrer et qui vont les processer pour en sortir les indicateurs qui vont être les indicateurs à valeur ajoutée qu'on va utiliser. On a besoin de développeurs front-end, c'est-à-dire des développeurs qui vont faire l'interface en interaction avec l'utilisateur. Et on va avoir besoin, toujours un peu orienté front-end, de développeurs sur plateforme Apple ou sur plateforme Android. Souvent, ce ne sont pas les mêmes profils, d'autant que dans le monde des objets connectés, on va rarement, enfin pas souvent, pouvoir utiliser du développement cross-platform, c'est-à-dire développement qui fonctionne aussi bien sur Apple que sur Android. On va plus souvent être sur du développement natif, c'est-à-dire développement spécifique sur plateforme Apple et développement spécifique sur plateforme Android, qui demandent donc des équipes plus importantes. La valeur de notre travail repose sur l'exploitation, l'enrichissement et le raffinement de la donnée. Ça veut dire qu'on a la présence de data scientists dans les équipes qui sont capables d'extraire la valeur des données brutes,
ce rôle est primordial. À la fin, c'est eux qui auront la connaissance de la data et donc qui seront quelque part les éléments clés de la création de valeur à partir de cette donnée. Et comme on va traiter aussi des données en très gros volume, on a besoin d'experts de traitement big data, c'est-à-dire des gens qui sont capables de, on va dire, organiser correctement la donnée de façon à ce que les calculs qui sont proposés par les data scientists puissent se faire dans des temps qui vont être des temps raisonnables correspondant aux besoins du cas d'usage. Sur un aspect plus management et commercial, là encore, on va avoir des profils un peu spécifiques. Le data marketing est quelque chose de particulièrement intéressant parce que le produit qui va être vendu dans une solution connectée est avant tout de la data. Donc c'est bien cette data que l'on va commercialiser et donc c'est bien cette data qu'il faut marketer. Donc le data marketing est un élément clé. De la même façon, les gens qui vont vendre la solution sont des gens qui vont avoir une compétence de commercialisation de solutions digitales. Ça peut être une grosse erreur dans le cadre d'une transformation d'une activité. Alors, prenons l'exemple d'un produit ou d'une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de produits et qui voudrait se diriger vers la commercialisation de solutions connectées, en lien bien sûr avec son domaine d'activité et son produit historique. Une des grosses erreurs est d'essayer de recycler des commerciaux qui ont une compétence très forte dans le monde de la vente d'objets pour en faire des vendeurs de solutions connectées. Il est très clair que ces commerciaux peuvent apprendre et passer de la vente d'objets à la vente de solutions connectées, mais intrinsèquement, du jour au lendemain, ils ne sauront pas vendre une solution connectée. Une solution connectée ne se vend pas comme un produit classique. Le gros risque qu'il y a à avoir une stratégie qui serait de finalement prendre ces commerciaux expérimentés dans le domaine de la vente d'objets et de les amener sur la commercialisation de produits connectés, c'est qu'ils finiraient non pas par vendre les datas, mais ils finiraient par vendre les objets qui collectent les datas. Or, ce n'est absolument pas ce que l'on doit faire dans le cas d'une transformation de ce type. On doit passer d'un système où on vend des objets qui ne ramènent absolument aucun service à un système où on vend un service, on vend de la data de façon régulière. Et pour ce faire, on a besoin d'installer un objet. Et cet objet peut être facturé ou peut être au travers du service ou peut être facturé de façon autonome, mais ce n'est pas le cœur de ce qui est commercialisé. On ne commercialise pas l'objet, on commercialise le résultat d'un calcul sur la data issue de cet objet. Donc ça, c'est un changement de mindset qui est très important et qui n'est pas du tout évident sur une flotte de commerciaux expérimentés dans un domaine différent. Donc attention à cette partie-là, il sera nécessaire d'amener des compétences spécifiques dans ce domaine pour venir transformer la façon de travailler des gens qui sont dans l'entreprise et qui ont l'expérience des clients du terrain, mais pas forcément de ce type de produit. La notion de support utilisateur va aussi potentiellement être quelque chose de nouveau pour une entreprise qui vend des produits et on va dire qui éventuellement ne gère que des retours quand le produit est défectueux. Là, il y aura des questions sur l'utilisation, la mise en route potentiellement de la solution connectée. Il y aura des solutions récurrentes, des problèmes de téléphonie, des problèmes de connexion, des problèmes d'interface chaise-clavier. Il va falloir traiter ces problèmes-là, et ça demande une expertise dans le monde du support end-user, en particulier sur un support de technologie, ce qui, dans le cas, par exemple, d'un vendeur de fabricant de tables que j'ai pu évoquer précédemment, n'est pas forcément quelque chose d'évident, puisqu'en général, les gens savent se servir d'une table depuis le temps, mais si cette table est connectée, à ce moment-là, vont apparaître tout un tas de questions, les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser des tables connectées. On peut avoir de la maintenance sur site, il faudra donc des équipes spécialisées dans cette partie-là. On va essayer de la réduire comme on a eu précédemment, mais selon les cas, il faut le prendre en compte. Et puis, on va avoir des chefs de projet qui vont gérer ces problèmes-là, ces projets-là, mais qui sont des chefs de projet qui doivent avoir des compétences Internet des objets. Bon, typiquement, cette formation peut faire partie de l'acquisition de compétences pour ce type de profil. Je pense qu'il faut aller aussi un peu plus loin dans la compréhension technologique
que la présentation que je vous fais, que la formation que je vous donne aujourd'hui, mais on va dire que c'est le début. En tout cas, il ne faut pas avoir de chef de projet qui se dirige dans des projets de solutions connectées sans avoir de connaissances sur ces solutions-là et sans en comprendre tous les enjeux, tous les risques et toute la complexité. Ce sont des projets qui sont spécifiques, beaucoup plus transverses que les projets informatiques classiques, et où l'erreur sera beaucoup moins bien pardonnée, où la structure d'organisation du projet est aussi différente. Voilà. Donc c'est une compétence spécifique. Pour la partie déploiement, c'est aussi des compétences assez spécifiques, mais là on peut retrouver en dehors des objets connectés. Nous verrons tout à l'heure que dans la séquence des différentes étapes d'un projet de solution connectée, il y a une phase qui est critique, qui est celle du déploiement, qui est un projet à part entière et qui demande des compétences assez spécifiques. Alors ces phases-là, justement, eh bien, prenons-en connaissance. Dans le cadre d'une solution IoT, on a grosso modo 3 grandes phases. La phase de construction de la solution, la phase de déploiement de la solution et la phase de maintenance de la solution. Alors quand je dis que ce sont des phases, bien sûr le build est une phase qui est en amont, le deploy et le maintain peuvent être deux choses qui sont en parallèle, car on peut avoir un déploiement qui dure sur plusieurs années et la maintenance commence, elle, dès les premiers déploiements. D'accord ? Mais on va retrouver ces différentes phases-là. Alors je vais focaliser sur les phases du build, et dans les phases du build, eh bien, on va retrouver une phase qui est, à mon sens, une phase de POC, une phase de test terrain, une phase de POT, preuve de technologie, une phase d'industrialisation, et une fois qu'on aura fait l'ensemble de ces phases, on va pouvoir déployer une solution. Alors, une phase de build dans le monde des solutions connectées dure en général 18 mois minimum. Bien sûr, si votre projet de solution connectée se résume à acheter des devices déjà prêts sur le marché et les intégrer dans une solution informatique, potentiellement, ce temps-là peut être un peu réduit. Mais si vous êtes dans la conception d'un objet ou même dans l'intégration d'un objet existant dans un objet que vous fabriquez, qui passe par une industrialisation de l'ensemble, vous êtes sur des temps d'industrialisation, et les temps d'industrialisation sont des temps qui sont de l'ordre de 18 mois, 24 mois. Il est très difficile de faire des projets plus courts, et en tout cas, il est dangereux de faire des projets plus courts. L'autre élément qui est important, c'est que 80% de l'argent que vous allez dépenser sur ce projet-là, pour la phase de build, après le deploy c'est autre chose, mais 80% de l'argent qui va être dépensé dans la phase de build va être dépensé dans la phase d'industrialisation. La phase d'industrialisation va donc être la partie qui coûte le plus cher, qui peut durer une grosse partie de ces 18 mois, et c'est une phase qui est critique, car si l'industrialisation est mal faite, si le cahier des charges n'était pas bon en entrée, lors du deploy, le projet va être une catastrophe. Et si le projet ne fonctionne pas au deploy, en gros, vous allez être obligé de revenir en phase d'industrialisation. Et si vous revenez en phase d'industrialisation, vous réengagez le même montant pratiquement que dans la première phase. En gros, si vous avez l'habitude de projets informatiques, vous pouvez dans un projet informatique, on va dire, livrer quelque chose en production qui n'est pas totalement fini, car vous aurez la possibilité de faire des mises à jour de la solution informatique régulières pour corriger les différents problèmes. Et donc, s'il y a bien sûr des impacts à avoir cette stratégie-là, ces impacts ont un coût qui est contrôlé. Dans le cadre d'une solution IoT, utilisant de l'électronique, qui doit être conçue, qui doit être industrialisée, qui doit être certifiée, si lorsque vous êtes sur le terrain, vous trouvez des bugs, il y a de grandes chances que ces bugs aient un coût gigantesque, parce que vous devrez rapatrier ce qui est sur le terrain pour le corriger. Vous aurez peut-être besoin de le réindustrialiser, de repasser les certifications et de faire ce genre d'opérations qui sont longues et coûteuses. Et ensuite, une fois que vous aurez fait les modifications, sans doute à la main sur chacun des objets, il faudra que vous redispatchiez ça une nouvelle fois sur le terrain. Donc ces éléments et ces phases-là sont critiques, et c'est à ça que servent les phases de POC, de field test et de POT. C'est à s'assurer que le travail qui est fait en industrialisation soit un travail qui soit
de qualité qui correspondent aux attentes et qui va donc faire en sorte que le deploy se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces différentes phases? La phase de POC, c'est vraiment une phase qui doit être une phase très rapide dans laquelle on va réaliser une solution qui ne ressemble pas du tout à la solution finale, mais qui doit capter la donnée qui nous semble être la donnée intéressante pour créer de la valeur. Il faut souvent se méfier en entreprise, en particulier dans les entreprises qui ne sont pas spécialisées dans la création d'objets connectés, mais qui sont plus des entreprises qui ont ou des services qui sont des services qui font de l'IT. C'est qu'en fait, on peut faire un POC très rapidement avec des solutions électroniques qui sont disponibles sur le marché à des coûts très faibles. Et on peut se dire que ces solutions-là pourraient aller directement en production. En gros, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un dans un service informatique qui dit bah, « Tiens, ce week-end, moi j'aime bien l'IoT, ça m'intéresse, je vais utiliser une plateforme de développement de type Arduino, je vais mettre des piles, je vais mettre un GPS, et puis je vais faire une solution de tracking pour aller suivre les assets de l'entreprise. » Et je suis très fier de ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ça en un week-end. Et donc, le lundi, je vais mettre ça dans un de nos camions, par exemple. Et puis, je vais faire une petite application rapidement le week-end suivant. Et le lundi d'après, je pourrais montrer au chef et à toute la communauté comment il est trop bien de suivre un camion et comment on peut arriver à trouver des choses intéressantes derrière. Alors, cette démarche de POC, elle est très intéressante parce que vous voyez qu'on peut faire ce genre de choses en un investissement qui est très faible, qui peut se faire en side project dans une équipe, qui peut se faire sur un temps d'innovation, qui peut même se faire dans le cadre d'une activité sans une grosse dépense, et qu'on est capable de montrer à une communauté, à des business, à des clients, que l'on est capable de sortir, de tirer de la valeur de données qu'on est capable d'aller chercher à moindre coût. Donc ça, c'est très bien. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de penser qu'à partir du moment où on a fait ce POC en un temps très réduit, on va pouvoir aller en production très rapidement. Car dans le cadre du POC, on a utilisé des technologies qui ne sont pas adaptées en général à ce que l'on veut faire. On a fait énormément de raccourcis, on n'a pas réfléchi à l'autonomie, on n'a pas réfléchi à la production en masse de ce système, on n'a pas eu le certifié. Bon bref, en fait, on a fait 0,1% du travail. Mais dès le POC, on peut mesurer la valeur que l'on peut extraire d'une solution comme celle-ci. Donc ça va vraiment être ça, en fait, l'objectif du POC. C'est absolument pas de regarder la solution technologique, c'est vraiment de se dire je vais au plus vite pour aller capter la data qui me semble intéressante. Et ensuite, je vais réaliser ce field test dans lequel je vais mettre peut-être une dizaine, une vingtaine de ces objets que j'aurais fabriqués rapidement, qui ne respectent pas forcément les normes, et ainsi de suite. Mais je vais aller mettre ça en test pour aller voir si cette donnée, en effet, je la récupère. Ensuite, je vais pouvoir voir si, en effet, j'en tire la valeur que j'en espérais. Et puis, je vais chercher s'il n'y a pas d'autres valeurs auxquelles je ne pensais pas que je puisse sortir de ce field test. Alors, sur cette phase de POC, il faut aller vraiment vite. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder s'il y a des objets qui, sur le marché, font la même chose que ce qu'on veut faire, même s'ils sont trop gros, même s'ils ne sont pas beaux, même s'ils sont très chers. Il faut aller vite. On peut bricoler quelque chose par soi-même aussi, si on a des compétences en interne, comme je l'ai dit, y compris si ce ne sont pas des électroniciens, mais simplement des informaticiens. Mais l'important dans le POC, c'est petit 1 d'aller vite, petit 2 de se laisser la possibilité de pivoter à tout moment. Là, j'ai mis un POC qui conduit sur un field test, qui conduit à l'étape de POC. La réalité, c'est qu'en fait, on peut avoir plusieurs POC, où on va tester plusieurs approches, plusieurs façons d'accrocher les choses, plusieurs façons de tester, de connecter la donnée, plusieurs données différentes, s'assurer que des données soient inutiles, par exemple, donc collecter plus de données que ce qu'on pense, pour chercher peut-être une corrélation à laquelle on n'aurait pas pensé. Donc c'est vraiment une phase d'expérimentation sur laquelle il ne faut pas hésiter à prendre du temps, qui va se faire avec peu d'objets. On se fiche du coût de l'objet. L'important, c'est rapidement de tester un maximum de choses possibles. La rapidité est quelque chose d'important. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui sont en train de réfléchir à une solution qu'elles veulent industrialiser, sont clairement dans une phase de POC, mais en fait, avant d'acheter un service, par exemple, moi j'étais service provider, donc avant d'acheter mon service, ces entreprises passaient des heures et des mois en fait, donc des heures en réunion pour discuter de est-ce que ce serait la bonne solution à terme, des mois d'attente pour se décider à acheter, pour au final passer commande de 250 € de produits. Donc en fait, vous vous retrouvez à attendre 3 mois et demi, à passer des heures au téléphone pour 250 € de produits. Pendant toute cette durée-là, en fait, si les 250 € avaient été investis dès le premier jour, il y aurait déjà des éléments concrets, mesurables,
qui permettent de savoir dans quelle direction aller. C'est sans doute pas un POC, mais 3 POC qui auraient pu être faits sur ce temps-là, et derrière, beaucoup plus de valeur créée par la suite. Voilà, donc le POC, ne pas être dans la solution cible, mais vraiment être dans la « je capte des données, je processe ces données, je les analyse et je vois quelle valeur je peux en sortir ». Une fois qu'on a validé le fait que la donnée a du sens, elle a de la valeur, on peut en tirer quelque chose et on est sur la bonne direction, il faut passer au POT. La différence entre un POC et un POT, c'est que le POC, comme j'ai dit, ne prend pas du tout en compte les problématiques de taille, d'autonomie, de coût et ainsi de suite. Il est là pour aller chercher de la data, analyser de la data. Le POC, lui, doit intégrer toute cette dimension-là. C'est-à-dire que si je vais chercher de la data, aujourd'hui, peut-être que chaque octet que je récupère de data me coûte 10 € parce que c'est ça dans mon POC. Si je ne suis pas capable de descendre et que chaque octet me rapporte par rapport au business model que j'ai évalué 10 centimes. Donc, si je ne suis pas capable dans mon POT de trouver une solution pour produire cette donnée à 5 centimes ou à 8 centimes pour qu'elle me rapporte 10, dans ce cas-là, c'est que j'avais quelque chose d'intéressant, j'ai un domaine dans lequel il y a de la valeur, mais la technologie à ce jour ne me permet pas d'aller la chercher. Et donc, quelque part, c'est l'arrêt du projet. Il vaut mieux arrêter le projet avant d'avoir fait des investissements lourds. Voilà. Et par contre, c'est de se dire, à ce moment-là, je dois rester en veille sur le marché, car l'Internet des objets est quelque chose qui évolue très vite. Donc, je dois rester en veille. Donc, quelque part, mon projet n'est pas arrêté, mais mon projet est juste gelé. Je dois rester en veille et attendre le moment où le marché m'apportera la capacité à extraire la donnée à la bonne valeur. Ou alors, je dois chercher sur ma donnée d'autres débouchés pour la valoriser au-delà des 10 centimes dont j'ai parlé, de façon à pouvoir supporter le prix actuel de la technologie. Donc le POT sert à identifier le coût de la technologie, et il sert à l'identifier en choisissant les bonnes technologies, en déterminant les bonnes autonomies, en calculant les coûts de maintenance que l'on va avoir, en s'assurant que la taille, la performance correspond bien à ce que l'on cherche. On va faire dans le POT des compromis, potentiellement, pour arriver au résultat. Ce POT-là va inclure sans doute un design spécifique qui va être traduit par la construction d'une petite flotte de capteurs que nous allons pouvoir utiliser toujours dans le field test. C'est-à-dire que là, encore une fois, mon schéma ne fait pas apparaître cet élément-là, mais fait partie du POT d'autres tests sur le terrain pour valider que les technologies que j'ai retenues et que j'ai choisies continuent à être valides. Par ailleurs, le POT, s'il permet d'avoir un peu plus d'objets, permet encore une fois de valider avec plus de data que les modèles qu'on a évalués sont toujours valides. Donc cette phase de POT peut durer aussi un certain temps, et une fois que la solution technologique et la valeur ont été prouvées, eh bien on peut passer dans la phase d'industrialisation. Dans cette phase d'industrialisation, on va construire le gros de la solution informatique. On va dire qu'en POC, field test et POT, on pouvait se contenter de solutions informatiques, de plateformes qui étaient réduites au minimum, des fois d'Excel. Quand on va rentrer en phase d'industrialisation, on va concevoir la plateforme qui permet de supporter la masse d'informations qui va arriver. On va concevoir le produit qui va pouvoir être produit de façon massive en fonction de notre besoin, mais on va parler de dizaines de milliers ou de centaines de milliers d'exemplaires de la solution. On va concevoir tous les processus qui permettent de maintenir, de déployer et de maintenir la solution quand elle sera sur le terrain. Donc c'est bien en ça que la phase d'industrialisation représentera 80% des coûts qu'on va rencontrer. Et une fois que le produit s'est industrialisé, il pourra commencer à être produit. Et c'est à ce moment-là qu'on va passer dans la phase de deploy et de maintenance. La phase de deploy, il est important de faire un déploiement en vagues qui au départ sont petites. Il y a de grandes chances que, même si vous avez fait une bonne phase de POC, des bons field tests, il y a de grandes chances que sur le terrain, vous constatiez des améliorations à faire. Il est donc préférable de produire un petit lot qui va être envoyé sur le terrain, qui va vivre pendant quelques semaines, quelques mois, sur lequel vous allez apprendre et qui potentiellement va amener à des évolutions dans votre produit tel qu'il sera produit. Ça peut être très souvent simplement du software, des fois ça peut être un peu de mécanique sur l'ergonomie ou la résistance ou ce genre de choses. Et vous allez ensuite monter en cadence en fonction de la confiance que vous avez dans votre produit. Le but étant de limiter au maximum la maintenance qui représente un coût qui est très important.